un bref rappel, c'est une pathologie ultra rare qui ségrège sur le mode récessif lié à l'X, lié à des variants pathogènes dans le gène ATP7A qui provoquent des anomalies du métabolisme du cuivre. Donc dans la maladie de Menkes, le défaut d'activité de transport d'ATP7A entraîne un défaut d'absorption du cuivre et une carence systémique, ce qui donne une pathologie multisystémique avec au premier plan une neurodégénérescence, mais aussi des atteintes d'organes cutanées, urologiques, vasculaires, osseuses, dysautonomiques, généralement liées à l'absence du cuivre en tant que cofacteur sur de nombreuses voies métaboliques. Donc le but de ce travail, c'était un petit peu de faire la synthèse des données françaises sur cette pathologie pour pouvoir les confronter à une analyse systématique de la littérature et essayer de dégager des axes de prise en charge pour ces patients, ce que l'on n'a pas actuellement. Donc pour commencer, j'avais pu partir d'une cohorte de 90 individus séquencés au laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Tours dans cette indication depuis 20 ans à peu près. Et sur cette cohorte de 88 individus, le taux de diagnostic était d'à peu près 80%. Donc pour faire un petit peu le profil mutationnel du gène, on a dans un quart des cas des grandes délétions ou duplications intragéniques. Pour 50% des cas, des variants ponctuels prédits perte de fonction, et il reste 25% de variants faux sens et quelques délétions sans décalage du cadre de lecture. Donc rapidement pour les variants perte de fonction, pas grand chose à dire sur les variants frameshift ou non-sens qui sont globalement répartis sur toute la longueur du gène. Les variants d'épissage sont un petit peu plus intéressants puisqu'on ne constate pas de variants sur les sites donneurs et accepteurs d'épissage des 4 premiers introns, pas de variants pathogènes en tout cas, ce qui peut s'expliquer parce que sur le plan fonctionnel, cette région qui comporte des domaines particuliers à schéma, il a été prouvé in vitro qu'il suffisait d'un seul de ces domaines pour le bon adressage de la protéine, et on peut supposer qu'un saut d'exon dans cette région-là pourrait quand même aboutir à une protéine fonctionnelle. La répartition des variants faux sens est plus intéressante puisque les variants pathogènes sont répartis que sur la deuxième moitié du gène à partir de l'exon 7 et surtout se clusterisent dans les domaines fonctionnels et plus particulièrement un certain nombre de sites critiques qui a pu être identifiés au fur et à mesure sur la protéine, tels que le site de phosphorylation ou des sites de haute affinité au cuivre. La petite particularité supplémentaire aussi pour les variants faux sens, c'est qu'il y a un certain nombre de ces variants qui ont été prouvés en fait comme donnant des anomalies d'épissage et finalement donnant une protéine tronquée. Et quand on analyse avec des outils de prédiction in silico, on a quand même beaucoup plus de ces variants classés pathogènes prédits comme altérant l'épissage par rapport aux variants bénins, ce qui en ferait des bons candidats pour des analyses de transcrits. Donc après, en descendant sur la clinique, j'ai pu récupérer des informations sur 24 individus avec un âge de diagnostic qui se fait vers 4 mois et demi, et sur cette cohorte, finalement, un seul patient diagnostiqué en période néonatale sur des antécédents familiaux de maladie de Menkes. Au diagnostic, quasi tous étaient hypotoniques. Ensuite, une grande prévalence, 87% de l'épilepsie, et puis des signes cutanéo-phanériens, notamment le pili tortique et cet aspect particulier des cheveux qui sont secs et cassants, quasi pathognomoniques de la pathologie retrouvée dans 80% des cas, et une pâleur cutanée décrite chez 43% des patients. Rétrospectivement, c'est des patients qui avaient présenté une hypothermie néonatale dans un peu plus d'un tiers des cas et un céphalématome dans 27% des cas. Donc comme la pathologie est due à un défaut d'absorption du cuivre, il a été proposé dès les années 70-80 de les supplémenter en cuivre. Actuellement, le seul complexe disponible, c'est l'histidinate de cuivre qui s'injecte par voie intramusculaire une fois par semaine. Sur notre cohorte, on avait à peu près la moitié des individus qui avaient été traités, plutôt tardivement avec un début à 5 mois en moyenne, mais finalement
assez corrélé à l'âge de diagnostic, puisque ceux qui ont été traités une semaine, 15 jours après la mise en évidence du diagnostic. Malheureusement, dans cette cohorte, on n'a pas de différence de survie à quelque âge que ce soit entre les individus traités et non traités. Et sur le plan neurodéveloppemental, à part une légère progression en termes de suivi oculaire, on n'a finalement quasi pas d'acquisition supplémentaire chez les patients traités. Ce sont des données qui sont assez comparables avec ce qu'on peut trouver dans la littérature, puisqu'en faisant une revue systématique de celle-ci, on a 6 cohortes publiées, les 3 premières qui traitent surtout de introduction de l'hystinate de cuivre, pareil chez des patients après un mois de vie et qui ne prouvaient pas de différence, que ce soit en termes de survie ou de développement psychomoteur par rapport à l'histoire naturelle de la pathologie. Et au contraire, 3 études de cohorte qui se sont intéressées à l'introduction précoce du traitement avant un mois de vie, avec les 2 premières qui prouvaient une amélioration de la survie qui était plus significative dans la dernière étude, mais il restait quand même une amélioration sur le plan neurodéveloppemental, notamment motricité fine, motricité globale et interaction. Donc c'est assez corrélé avec notre cohorte clinique globale traitée à peu près dans les mêmes âges, sauf un de nos patients, donc l'individu P7, qui avait été traité dès la période néonatale et qui finalement dans notre cohorte est le seul à avoir progressé et le seul à avoir acquis le langage et la marche. Rapidement, dans ce travail de thèse, je m'étais aussi intéressé à la prise en charge de certaines complications qui peuvent apparaître au cours de la maladie de Menkes. Donc l'épilepsie, c'est un des premiers points d'appel généralement de la pathologie. Elle commence à apparaître vers 2-3 mois de vie par des crises cloniques, évolue vers des spasmes infantiles pharmacorésistants, puis généralement vers des crises multifocales. Ça concernait 86% de nos patients au diagnostic, et malheureusement, elle arrive secondairement chez tous les patients, même ceux traités par hystinate de cuivre avant l'apparition de l'épilepsie. Quand on regarde un petit peu la littérature, il n'y a pas de consensus spécifique pour un traitement ou une combinaison de traitements dans la prise en charge des différentes phase de l'épilepsie de la maladie de Menkes, et on n'a qu'une étude de cohorte non répliquée qui concluait à un meilleur contrôle de l'épilepsie par le traitement précoce par hystinate de cuivre. Le défaut en cuivre donne des anomalies du tissu de soutien, ce qui au niveau vasculaire donne des anévrismes, des tortuosités vasculaires, des phlébectasies jugulaires internes. Ce type de malformation concernait 18% de notre cohorte et se compliquait régulièrement d'AVC, hémorragie méningée ou de compression trachéale par les phlébectasies jugulaires. Dans la littérature, on a plutôt 2 cas de figure, soit des anévrismes qui sont décrits relativement stables et peu symptomatiques, soit au contraire des tableaux catastrophiques avec état de choc sur rupture anévrismale. Ça donne aussi dans la maladie de Menkes des atteintes de la maturation osseuse, ce qui donne des anomalies radiologiques, des éperons métaphysaires, une ostéopénie qui peut se compliquer par des fractures des os longs. Dans notre cohorte, cette ostéopénie concernait 31% de nos cas et c'était compliqué dans la moitié des cas par des fractures. Pas grand-chose dans la littérature, si ce n'est une étude de cas qui, en utilisant des bisphosphonates en prévention secondaire, montrait une amélioration de la densitométrie chez ces petits patients avec une réduction du risque de fracture et une diminution des douleurs osseuses. Et pour finir sur les anomalies du tissu de soutien, ça donne aussi des complications urologiques qui va donner des diverticules vésicaux, des dilatations urétérales, ce qui est un très gros facteur favorisant d'infections urinaires, des malformations urinaires donc, qui sont retrouvées pareil dans un gros tiers de notre cohorte et surtout qui évoluent avec l'âge puisqu'on en trouve quasiment pas avant l'âge d'1 an, alors que pour les patients qui survivent au-delà de cet âge-là, ça devient quasi systématique. Dans la littérature, on retrouve quelques études qui montreraient un impact de l'hystinate de cuivre pour retarder l'apparition des diverticules et surtout on s'intéresse à la chirurgie de ces diverticules qui réduit le nombre d'infections, mais par contre qui n'empêche pas du tout leur récidive. Résultat, en synthétisant un petit peu toutes ces données, il paraît plutôt
logique de ne privilégier le listinate de cuivre seulement chez les garçons en période néonatale, présymptomatique sur le plan neurologique, puisque finalement c'est que dans ce cas-là qu'on a, avec un niveau de preuve modéré, prouvé un impact sur la survie et le développement neuromoteur de ces enfants, avec un niveau de preuve un peu plus faible, peut-être un contrôle de l'épilepsie et de l'atteinte urologique, et malheureusement pas un niveau de preuve suffisant pour conclure dans un sens ou dans l'autre sur l'impact sur le phénotype vasculaire et osseux. Pour ce qui est des complications d'organes, donc pour l'épilepsie, finalement un traitement symptomatique selon les recommandations générales qui ont pu être publiées, soit sur la prise en charge de l'état de mal, soit du spasme infantile, mais rien de très spécifique à la maladie de Menkes. Si ce n'est que dans ce travail, on voit un intérêt particulier en clinique de l'utilisation de la vigabattrine à toutes les phases de la maladie, plus que seulement dans les spasmes infantiles où c'est le traitement de première ligne. Et finalement, peut-être, effectivement, dans la littérature, un impact de la vigabattrine sur la fonction mitochondriale qu'on sait être déficitaire dans la maladie de Menkes, et donc qui pourrait justifier son intérêt particulier à toutes les phases de la maladie. Sur le plan vasculaire, mettre l'accent sur une surveillance clinique attentive des gros axes par échographie, pas hésiter à prendre en charge chirurgicalement ces anévrismes en cas de retentissement fonctionnel ou d'évolution de la taille, et ne bien penser à rechercher systématiquement une cause vasculaire en cas de dégradation clinique brutale non expliquée. Sur le phénotype osseux, la conclusion c'était aussi un petit peu de se pencher peut-être sur l'utilisation préventive des biphosphonates, comme ça a pu être étudié par exemple dans la maladie de Duchenne, et de mettre en place des ostéodensitométries assez précocement, dès l'âge d'1 an ou plutôt en cas de fracture, et bien se rappeler de chercher la maladie de Menkes dans les suspicions de maltraitance, puisque c'était un diagnostic qui avait été évoqué dans 12% des cas dans notre cohorte, avant que le diagnostic de maladie de Menkes soit prouvé. Pour finir, sur le plan urologique, pareil, un avantage de la prise en charge chirurgicale des diverticules vésicaux en cas d'infection urinaire, mais surtout on s'est posé la question d'évaluer l'intérêt des dérivations vésicales précoces, en se disant que ça pouvait diminuer de manière chronique les pressions intravésicales, et cette fois-ci peut-être pouvoir prévenir l'apparition de ces diverticules vésicaux. Pour conclure, donc la maladie de Menkes, ça reste une maladie non curable à ce jour, avec un éventail thérapeutique relativement limité. Actuellement, le diagnostic clinique, il est évocateur qu'entre 3 et 6 mois, ce qui rend assez discutable l'introduction d'un traitement par listinate de cuivre chez ces patients, qui devrait être recommandé finalement que chez des patients présymptomatiques avant l'âge d'1 mois, ce qui met en lumière l'importance d'un diagnostic précoce de cette pathologie. Pour finir, je voudrais remercier les équipes du CHU de Rennes, d'Angers et de Tours qui ont initié et encadré ce projet, et puis après tout le réseau des généticiens et maladies métaboliques qui ont permis de constituer cette cohorte clinique. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion sur l'enjeu pour notre discipline, sur le diagnostic précoce pour les prises en charge périnataux, que ce soit un diagnostic anténatal précoce, enfin anténatal ou néonatal précoce. Une question ? Oui, vas-y. Merci. Je me posais la question, est-ce que tu as vu dans la cohorte des femmes porteuses symptomatiques? Ma question est très orientée parce que j'ai suivi une famille pour un syndrome de la corne occipitale, donc phénotype un peu plus modéré, un petit garçon qui est décédé quand même à 2 ans et demi. Et la mère avait des signes très discrets, mais elle en avait. Et ils avaient une demande de DPI aussi pour les filles porteuses, qui a été refusée à Nantes, mais c'était un gros débat. Je voulais savoir si dans la maladie de Menkes aussi les femmes pouvaient être symptomatiques. Ça a été décrit généralement parfois sur des anomalies cutanéo-phanériennes chez des femmes porteuses. Après, c'était pas dans l'étude. Moi, je m'étais vraiment concentré sur les garçons et les formes classiques de maladie de Menkes, donc ça n'a pas été étudié. Mais il y a plusieurs cliniciens qui m'ont posé la question, donc je pense que ça pourrait faire l'objet d'un travail séparé. C'est pas la première fois qu'on me pose la question.
Puisque j'ai le micro, je vais compléter la réponse, si tu permets, Paul. Donc en fait, ce qui est assez fréquent, c'est, comme il vient de le dire, les anomalies cutanéo-phanériennes, ce qui fait que nous, on recommande systématiquement l'analyse des cheveux chez les mères, pour savoir s'il y a des arguments particuliers. Paul a dit qu'il y avait un cas pour lequel on avait une anomalie sur l'ARN, mais qu'on n'a jamais, Marie-Pierre Moisard n'a jamais pu trouver ce qui se passait, après avoir fait des multiples tentatives de séquençage intronique. Et du coup, on recommande, nous, dans ces cas-là, quand on ne peut pas déterminer le statut de la mère, de faire ces études, donc bien les examiner, parce qu'elles peuvent avoir des anomalies de pigmentation avec des mosaïcismes probablement liés à l'inactivation de l'X, et faire l'analyse des cheveux, parce qu'on peut avoir des pilitorties chez les femmes. Après, ce qui concerne l'atteinte neurologique avec des vrais handicaps, etc., ça c'est quelque chose qui est beaucoup débattu. Donc il y a eu quelques cas dans la littérature, il y a des remaniements de l'X, mais voilà, il y a des publications avec des filles qui sont hétérozygotes pour des variants intragéniques, et donc il y a un gros débat, et c'est quelque chose qui est beaucoup discuté avec l'association de patients, parce qu'il y a effectivement une grosse inquiétude sur les filles, puisqu'en prénatal, pour l'instant, on ne fait que le diagnostic prénatal chez les garçons. Donc ça, mais bon, si on écoute l'expérience de Stéphane Keller, qui est quand même Monsieur Menkes, lui, il est quand même extrêmement rassurant pour les filles, quoi. C'est des cas exceptionnels. Voilà. Mais je peux répondre que partiellement à ta question. Donc moi, j'en ai une. Ouais. Commentaire. Moi, et Marie, j'ai une femme dans la cohorte là où clairement elle est symptomatique, et on s'était même posé la question de la traiter. Mais intellectuellement, tu veux dire? Non, elle avait surtout des signes cutanéo-phanérien. Ouais, c'est ça. Donc moi j'avais une question, Paul, parce que donc non seulement effectivement la précocité du traitement conditionne son efficacité, ça tu l'as bien dit, mais Stéphane Keller, il dit aussi que ça marche que pour certains types de mutations. Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus? Quelles mutations et par quel mécanisme? Il y en a qui sont, on va dire, réceptives et d'autres ne le sont pas. Bon, là, j'étais un petit peu contraint par le temps, donc je ne m'étais pas étendu dans cette présentation. Effectivement, ce qui a été évoqué, c'est qu'il y a plusieurs classes de mutations, et que probablement le traitement par istinate de cuivre, on aurait tendance à dire qu'il est plus efficace chez les patients qui ont une mutation hypomorphe, pour lequel il reste une fonction d'ATP7A, ce qui permet de mieux métaboliser finalement le cuivre injecté par rapport à des patients qui n'ont vraiment pas du tout d'activité. C'était initialement décrit, ça devient beaucoup plus compliqué. Nous, par exemple, dans la cohorte, j'avais essayé de faire un peu de corrélation génotype-phénotype, et finalement, entre les patients répondeurs et les patients moins répondeurs, c'est très difficile de prédire l'activité résiduelle de la protéine à partir de la mutation in silico. On a des mutations d'épissage qui étaient plutôt prédites initialement dans les premiers articles plutôt mild, et puis en fait moi j'en ai avec des patients qui ont un phénotype extrêmement sévère et qui n'ont pas du tout répondu à l'istinate de cuivre, et l'inverse. Donc les recommandations, ce qui sort de la cohorte qu'on a étudiée, et puis un petit peu des derniers articles, c'est de plus baser sur le génotype pour orienter le traitement ou pas, puisque on s'est très mal corrélé à la réponse au traitement.